valoriser ce travail pour le grand sûr. public, c'est vraiment c'est un vrai plaisir. Savant, sachant chercher. Un podcast Science Infuse. So I hope your podcast has passion. Bienvenue dans Savant, sachant chercher. le podcast qui infuse la science. Pour cet épisode, on vous emmène dans le laboratoire de recherche de la Cité de la musique de Paris, où le son est synonyme de patrimoine. À 2 pas de la Philharmonie, ce laboratoire s'occupe de la conservation des instruments du musée. Petit détour théorique, le son est une vibration qui se propage dans un milieu sous forme d'ondes, les ondes sonores. Ici, mes cordes vocales font vibrer les atomes dans l'air, et cette onde se propage jusqu'à vos oreilles attentives, et je vous en remercie. Au passage, les explosions ultra bruyantes des films dans l'espace, c'est vraiment de la science-fiction. Le son a besoin d'un milieu, et le vide dans l'espace ne permet pas de propagation. L'habillage sonore de ce podcast sera fait de sons provenant des instruments du musée. Par exemple là, vous pouvez entendre un quatuor de flûte colonne. Instrument rare et mystérieux, seulement 5 exemplaires dans le monde. Instrument datant de la Renaissance et qui fonctionne comme une flûte à bec. On va donc aborder la science de la conservation qui fait appel à une multitude de disciplines. Et restez bien jusqu'à la fin, il est possible qu'une invitée en cache une autre. Mais dans le patrimoine, on peut faire tout ce qu'on veut, tant qu'on ne touche pas. Intrigué ? Installez-vous, préparez-vous à entendre des instruments historiques, laissez-vous science infuser. Normalement, à ce moment-là, on passe à la présentation de l'invité avec lui. Sauf qu'un mystérieux problème technique a corrompu les premières minutes de notre enregistrement. Il paraît que dans le monde du podcast, c'est un passage obligé. Donc, nous avons eu la chance d'interviewer Sandy Lecomte, docteur et ingénieur de recherche en acoustique et vibration. Sa recherche est axée sur le développement de mesures physiques pour la caractérisation de la fonctionnalité et ou conservation de l'instrument de musique. Pourquoi ce sujet ? Plus petite, j'étais attirée par la musique et le milieu marin quand je faisais de la physique. Donc du coup, je me suis orientée vers l'acoustique. J'ai eu la chance de faire une acoustique et mon master en acoustique sous-marine. Et à l'issue de ma thèse, j'ai vu ce poste qui se proposait. J'ai candidaté, me voici à travailler sur ces instruments de musique du patrimoine depuis 14 ans. Quel est le but de ce laboratoire ? Alors, les missions de ce laboratoire sont d'étudier la fonctionnalité des objets dont le musée a la responsabilité, fonctionnalité et matérialité, à savoir quel type de matériaux sont faits les instruments de musique, comment on pouvait jouer de la musique avec ces instruments, et surtout, sont-ils en état de jeu aujourd'hui ? Peut-on les jouer ? Si oui, quels risques on encourt ? Sinon, pourquoi on ne peut pas les jouer ? Qu'est-ce qu'on cherche à mettre en avant en exposant néanmoins cet instrument. Donc c'est un laboratoire qui vient en soutien aux missions de tous les musées, qui est la conservation de la collection. Donc là, on vient en soutien à la conservation de ces instruments de musique. Mais justement, on a une petite rafale de questions sur toute cette particularité de ce labo et de ce musée, rattaché à ce musée. C'est parti. D'où proviennent les instruments ? De plein d'endroits différents. Alors, il peut s'agir de dons, il peut s'agir de legs. Historiquement, le cœur de la collection, ce sont les instruments du conservatoire qui a été fondé à la fin du 19e siècle. Quel est l'instrument le plus prestigieux ou le plus cool que vous ayez eu entre les mains ? Bon, il y en a plein forcément, mais un qui m'a vraiment marqué, c'est une guitare faite par Vauboham, qui est un facteur français du 18e, et dont la caisse est faite dans une carapace de tortue. Donc on a une vraie carapace de tortue, l'instrument est exposé bien sûr, ouais, et vous avez les petites pattes, alors les pattes sont du modelage, hein, c'est pas des vraies pattes, mais on a la tête, pareil, en modelage, et donc cet instrument visiblement a été joué, on pense qu'il a été joué, et donc voilà, on a fait des études dessus, mais c'était assez, original de manipuler cet instrument. Et je crois que c'est marqué dans le musée qu'on ne sait pas vraiment pourquoi. Non, voilà, on ne sait pas pourquoi. Sûrement une commande, ou pourquoi pas. Seconde vie de la tortue. Voilà, il y a une époque où effectivement les nobles faisaient appel aux luthiers. C'était aussi une façon de montrer leur pouvoir, leur richesse, en utilisant des matériaux, soit des matériaux nobles, soit des matériaux complètement originaux.
Il y a à peu près combien d'instruments dans la collection du musée ? Dans la collection, c'est à peu près 6000 instruments de musique, mais à peu près 1 millier seulement sont exposés. Quel est l'instrument le plus vieux ? La colle. Voilà, la colle. Je crois qu'on a une flûte en os, là, un holo, je sais pas comment ça s'appelle, un des holos. Bah, c'est très vieux, enfin, je crois que c'est avant Jésus-Christ, hein, mais voilà. Préhistoire dans l'idée, ou Ouais, carrément. préhistoire dans l'idée. Ouais, Sinon, c'était le musée pour avoir une raconte idée. plutôt l'histoire de la musique entre le 16e et le Ouais. 20e, 21e maintenant. Est-ce que vous les avez tous analysés ? Non. Je les ai même pas tous vus. Quel est le pourcentage d'instruments jouables dans la collection complète du musée ? Alors, d'après À peu la près. dernière campagne d'expertise, on estime que 5% des instruments seulement sont jouables et donc joués. Et qui est-ce qui peut les jouer ? Des musiciens avertis, à condition d'avoir aussi un projet musical cohérent avec l'instrument de musique, une technique de jeu cohérente, un programme cohérent avec l'instrument. S'il y en a un, quel est l'instrument qu'on vous demande le plus de jouer ? Le clavecin Johannes Couché, qui fait l'objet quand même de nombreuses demandes. Je crois qu'il y a des guitares aussi qui sont pas mal demandées. Et vous êtes tous musiciens ici ? Ici, dans le laboratoire ? Ouais. Non, mais majoritairement. Ouais. On a tous une sensibilité pour la musique. Eh ben Il n'y a pas de hasard. Donc à part une évidente fragilité de l'instrument, si il y a, qu'est-ce qui va faire que vous décidiez qu'un instrument va être joué ou pas ? Je vais plutôt répondre à la question négative. Qu'est-ce qui va faire qu'on ne va pas jouer un instrument ? Ok. Une des raisons évidentes, c'est par exemple on ne sait plus en jouer. On a perdu toute trace, toute source de techniques de jeu. Comme quoi, par exemple ? Comme par exemple, alors on a retrouvé, mais la vihuela. Donc la vihuela de Mano, c'est un instrument assez, pour le faire bref, ce serait l'ancêtre de la guitare, forme guitare avec des cordes pincées. C'est pas tout à fait vrai ce que j'ai dit, c'est-à-dire que nous sont parvenus des méthodes qui expliquent comment on jouait, mais comment on jouait au XVIe siècle. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est un instrument qu'on a arrêté complètement de fabriquer et forcément qu'on a arrêté complètement d'enseigner. Donc il n'existe plus de musiciens qui savent jouer de cet instrument. Aujourd'hui, on ne connaît que 3 instruments peut-être d'origine, parce que conserver un instrument de musique, c'est un concept assez récent. Ouais. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, un instrument de musique, quand il était passé de mode, on le transformait. C'est pour ça, par exemple, qu'on a peu de luttes, parce que les luttes ont été transformées beaucoup en vielle à roue. Les caisses de lutte ont été utilisées pour faire des vielles à roue. Donc la vihuela, c'est pareil, elle a été transformée petit à petit en guitare, et donc on a très peu de vihuela. Donc on a fait un facsimilé au musée, à l'identique de l'original, et nous, on a les méthodes, on a les partitions, on trouvera le musicien qui acceptera de se plier à cet instrument original. Donc voilà, une des raisons pour lesquelles on ne va pas jouer un instrument, par exemple, c'est qu'on a perdu toutes les sources qui expliquent comment on jouait. On a perdu les musiciens. Ouais. Et on a perdu les musiciens. C'est aussi vrai pour les instruments dits du monde, extra-européens, où là on a beaucoup de traditions orales, donc il y a des instruments qui nous parviennent, on ne sait pas trop comment en jouer, alors plutôt que de mal en jouer, d'en jouer d'une mauvaise façon, on préfère ne pas les jouer. Une autre raison pour ne pas jouer l'instrument, alors pas forcément qui est trop dégradé, hein ouais, bah c'est pour ça rejoint un petit peu ta question de fragilité quand il est trop dégradé. Mais par exemple, tous les instruments avant, on va s'interdire de les jouer parce que jouer dans un instrument avant, c'est souffler dedans. Souffler dedans, on va créer une variation d'humidité, on va créer une condensation. La condensation va soit créer de la corrosion sur les instruments métalliques, soit imprégner le bois lorsque c'est des instruments en bois. Donc dans ces cas-là, on ne les joue pas. Une dernière raison pour laquelle on ne va pas jouer l'instrument, c'est que on va considérer que le son n'est pas l'élément principal de l'objet. Alors, je m'explique. On conserve au musée la guitare de Django Reinhardt. Django Reinhardt, musicien emblématique du jazz manouche. Sauf que Django Reinhardt arrive à une période où on commence l'industrialisation de la guitare. Et en effet, Django Reinhardt joue sur une guitare Selmer. Selmer est une des premières firmes, enfin une des premières entreprises à avoir industrialisé la fabrication de la guitare. Donc en fait, Django Reinhardt jouait sur une guitare dite de série. Tout à fait commune. Tout à fait commune. Ce qui fait la particularité de cette guitare, c'est en fait qu'elle a appartenu à Django Reinhardt. Et on sait qu'elle a appartenu à Django Reinhardt, outre le fait qu'elle nous a été donnée par sa famille, c'est qu'en fait, Django Reinhardt, je connais pas assez. Je me disais, dis donc. avait perdu l'usage de 2 doigts, et en fait, il a développé toute une technique de jeu à 3 doigts. Et son instrument porte
ses traces de jeu à lui. C'est-à-dire qu'avec ses 3 doigts, il a déformé la touche de la touche, et c'est la partie qui recouvre le manche de la guitare. Donc il a déformé cette partie de l'instrument. La guitare est devenue singulière. Historique. Voilà, donc la guitare porte les traces du jeu de Django Reinhardt. Remettre cet instrument en état de jeu, donc ça veut dire remettre le manche à plat pour finalement faire transformer cette guitare en guitare de série. Or, des guitares de Selmer des années 30, il y en a déjà énormément. On en trouve plein. Là, la particularité de celle-ci, c'est qu'elle a appartenu à Django. Donc finalement, c'est pas sa valeur acoustique qui est principale pour le musée, c'est plus l'histoire qu'elle raconte, l'histoire de Django Reinhardt, l'histoire du jazz manouche et l'histoire de Selmer Macaferri. Lorsque l'instrument entre dans les collections, il devient porteur de différentes valeurs culturelles. Bon, forcément la valeur acoustique, mais aussi une valeur esthétique, une valeur technique, le savoir-faire d'un luthier, la valeur historique, on vient de parler de Django Reinhardt. Voilà, il va y avoir plein de valeurs culturelles qui vont se mettre côte à côte, et une des missions du labo, ça va être justement d'évaluer ces différentes valeurs culturelles et de définir le plus objectivement possible laquelle est prédominante par rapport aux autres. Juste, qu'est-ce qu'un facteur dans ce contexte-là? C'est un fabricant d'instruments de musique. En effet, ce n'est pas celui qui porte la partition du compositeur à l'interprète. Donc pour cet épisode, on va pas pouvoir parler d'absolument tous les instruments, ça prendrait un petit peu trop de temps. Donc on va se concentrer sur les instruments à cordes comme le piano, le violon, la guitare, ça en fait quand même déjà pas mal. Tous ces instruments partagent la même structure qui va permettre d'obtenir du coup les notes de musique. Quelle est cette structure? Comment ça marche? En effet, le principe est assez commun à tous ces instruments. C'est que la première chose que va faire le musicien, c'est mettre en vibration la corde. Alors, soit directement lorsqu'il s'agit d'une guitare, d'un violon, soit indirectement via un clavier, pour les pianos, les clavecins, etc. Donc, il va y avoir un dispositif qui va mettre en vibration la corde. Soit il la pince, il la frappe, il la frotte. Tout le monde a fait cette expérience de tendre un morceau de corde entre ses doigts. Si on s'amuse à pincer ce morceau de corde, le son rayonné est très faible, l'amplitude est très faible. Pourquoi? Parce que le son, en fait, c'est une mise en vibration des tranches d'air, et que là, la surface de contact, la surface d'échange entre la corde et l'air est très faible, puisque c'est juste la surface qui est composée par la corde. Ouais. Finalement, le son rayonné va être proportionnel à cette surface d'échange entre la structure vibrante et l'air. Donc, le principe commun à tous les instruments, c'est d'augmenter cette surface d'échange. Donc, tous ces instruments sont composés, donc au-delà des cordes, d'un dispositif qui va transmettre la vibration de la corde à une surface plus grande. Pour amplifier le son. Pour amplifier le son. Cette surface plus grande, c'est la table d'harmonie. Et ce petit dispositif qui assure la transmission, c'est le chevalet. Donc chevalet qu'on voit très bien sur une guitare, là, c'est cette petite baguette de bois qui est collée sur la table, à une des extrémités de la corde. Sur le violon, c'est cette espèce de petit pont, c'est pareil, qui se trouve à une des extrémités de la corde. Et dans le piano, le clavecin, il est collé sur la table, on le voit plus difficilement. Et dans certains cas, lorsque pour les notes, on va dire, pour les cordes plus graves, on a besoin d'amplifier, la table ne suffit plus à amplifier les cordes graves, donc on a besoin d'amplifier les graves, et pour ça on va utiliser une caisse de résonance. Typiquement c'est le cas de la guitare avec son ouverture, son ouïe qui va permettre un échange entre la cavité et l'air. Donc on va faire une petite parenthèse un petit peu plus théorique pour expliquer la relation entre le son et la fréquence, avec justement ce qu'on vient de voir. Je te laisse nous expliquer ça, tu feras mieux que moi, c'est sûr. Alors, donc le son, c'est une variation donc du champ de pression. Donc ça, a priori, on l'a dit en introduction. Et le son se caractérise par, communément en musique, on caractérise le son par des notes. Et donc les notes ont des noms: do, ré, mi, fa, sol, la, si chez nous, A, B, C, D, E, F, G pour d'autres. Et ces notes peuvent se traduire physiquement, mathématiquement par des valeurs qui sont une valeur de fréquence, donc une valeur de Hertz. Cette fréquence, en fait, c'est le nombre de battements par seconde, le nombre d'oscillations par seconde, par exemple, que la corde va présenter lorsqu'elle se met en vibration.
Vous avez tous vu, j'imagine, vous avez tous en tête la position du guitariste qui déplace sa main le long du manche. Lorsqu'il ne touche pas le manche, c'est-à-dire lorsque la corde est au maximum de sa longueur, le son va être plutôt grave. En revanche, lorsque le musicien se déplace sur le manche et qu'il vient très près de l'ouïe, de la rosace, il raccourcit la longueur de la corde et dans ces cas-là, le son devient aigu. Donc en fait, la hauteur des notes, elle dépend de la géométrie. C'est-à-dire que plus une note va être, plus une corde va être petite, courte, plus le son va être aigu. Partant de ce principe, à un moment donné, dans l'histoire, on a eu besoin de faire des instruments de plus en plus graves pour composer l'orchestre. Mais il fallait également que les instruments soient jouables. Donc là, il faut des cartes. On peut pas mettre des instruments hyper grands. Voilà, il y a quelques instruments comme ça qui ont été des commandes particulières. Donc si vous venez visiter le musée, vous verrez l'octobasse, qui est 3 fois plus grande que la contrebasse. Le musicien devait monter sur un petit escalier pour aller actionner un mécanisme à dents crénelées qui venait frotter les cordes. Ça c'est un prototype, c'est Berlioz qui avait commandé cet instrument pour une certaine symphonie. Je ne sais pas qui a eu cette idée, mais pour augmenter, pour pouvoir descendre dans les graves, on a inventé les cordes filées. Les cordes filées, c'est une âme autour de laquelle on vient enrouler du métal. Une âme, un fil, un cœur, si tu veux, autour duquel on vient entourer un fil métallique. Comme ça, artificiellement, on rallonge la corde et donc on diminue la fréquence et donc on va plus dans les graves, sans modifier la longueur effective de la corde. Mais aussi, il n'y a pas que la géométrie qui entre en compte, il y a aussi la composition de la corde, la matière de la corde. À longueur égale, plus une corde va être lourde, plus elle va être grave. À longueur égale, la corde métallique va sonner plus grave. On va avoir une fréquence plus basse qu'une corde en nylon. Bon, on a bien compris l'histoire de la hauteur des notes, mais alors qu'est-ce qui fait que un la, par exemple, d'un clavecin et un la de piano, ça sonne pas pareil? Ce qui va définir la fréquence fondamentale. Pourquoi on va dire que la note s'appelle un la? C'est parce que la fréquence fondamentale est la même, que ce soit sur le clavecin, sur le piano. Dernier paramètre qu'on n'a pas encore pris en compte, c'est la façon dont on va mettre en vibration la corde. Et l'endroit où on va venir mettre en vibration cette corde. Quand la corde se met en vibration, on imagine, donc on a un premier lobe, une première déformation de corde, ça on le visualise assez bien. Si on fait cette expérience virtuelle d'avoir une image... une lampe stroboscopique, donc une lampe qui vient se caler à différentes fréquences, on va voir notre corde présenter différentes formes. Donc la première, comme je disais, c'est un seul pont, on va dire une seule jambe de pont. C'est ce qu'on appelle la fréquence fondamentale, ça ou pas? Fréquence fondamentale, tout à fait. La note. Si on vient regarder le premier harmonique, on va voir la corde qui fait comme un demi-8. Si vous coupiez le 8, un premier ventre en haut et un autre ventre vers le bas. Là, ça va être le premier harmonique, et puis, etc. Plus on va augmenter la fréquence de notre lumière, plus on va décomposer le mouvement de la corde. Donc en fait, quand une corde se met en vibration, elle vibre sur sa fréquence fondamentale, mais également sur plein de fréquences qui sont les harmoniques. Et pourquoi, entre le piano et le clavecin, on n'entend pas la même chose? Parce que justement, on ne va pas exciter, on ne va pas mettre en vibration les mêmes harmoniques du fait du mode d'excitation de la corde. C'est là qu'on peut commencer à jouer avec le son, c'est des harmoniques plus ou moins fortes, une fréquence fondamentale plus ou moins forte vont faire des sons différents. Exactement, c'est là tout le travail du facteur, du régleur, qui vient justement régler, par exemple, qui va venir piquer les couches de cuir ou de feutre qui recouvrent le marteau, de façon à faire sortir plus ou moins les harmoniques aiguës par rapport aux harmoniques graves, etc. Plus particulièrement au clavecin de Johannes Couchet et qui a été fabriqué à Anvers en 1652. Comment est-ce que tu peux nous dire, nous redire rapidement comment marche un clavecin et du coup par quoi vous avez commencé qu'est-ce que vous avez commencé à analyser sur ce clavecin? Alors un clavecin, donc c'est un instrument à cordes pincées. Donc lorsque le musicien enfonce les touches, à l'extrémité de la touche, il y a un dispositif qui s'élève, au bout duquel on trouve un petit morceau de plume, ce qu'on appelle le bec. Donc historiquement, il semblerait que c'était de la plume de corbeau. Aujourd'hui, le corbeau est un animal classé, donc on a du mal à retrouver des plumes de corbeau. Donc c'est des plumes synthétiques?
Alors la plupart, on va dire dans la grande distribution. Dans les écoles, oui, c'est un matériau synthétique, un plastique. Okay. Nous, au musée, aujourd'hui, on utilise de loi de Bernache, voilà, qui semble convenir aux luthiers, enfin aux facteurs et aux musiciens. Et ensuite, la vibration de la corde est transmise à la table et l'instrument rayonne. Alors, l'histoire de cet instrument, donc, comme tu le rappelais, c'est un instrument qui a été fabriqué en 1600, qui a été terminé, on va dire, en 1652, par une des familles les plus prestigieuses de fabrication de clavecins de l'époque. Ce clavecin a été acquis en 2006 par l'État, donc fait partie de la collection nationale, et a été classé trésor national. Il a été acquis avec l'objectif d'être joué. Néanmoins, on a demandé au laboratoire, le laboratoire a été missionné pour faire une étude mécanique sur la résistance de cet instrument et puis l'analyse de son comportement vibratoire après les différentes interventions qu'il fallait faire. Parce que certes, on considérait que cet instrument était jouable, mais la table présentait quand même de nombreuses fractures qu'il a fallu réparer, et donc il a fallu utiliser un modèle mécanique pour essayer d'estimer si le clavecin allait bien supporter la nouvelle tension des cordes, et si l'intervention que l'on se proposait de faire pour réparer les fractures n'allait pas trop modifier la signature acoustique de l'instrument. Mmh. Donc justement, parlons de cette méthode non destructive, non intrusive, de l'holographie acoustique en champ proche. Alors, derrière ce terme un peu compliqué, se cachent donc des micros qui sont placés tout au-dessus de l'instrument, toute une matrice de micros, qui enregistre les impacts d'un petit marteau électronique sur la table d'harmonie. Est-ce que j'ai bon plus que là? Oui, à peu près. En gros, les microphones vont enregistrer la réponse de la table d'harmonie lorsque le marteau frappe la table. C'est-à-dire que le marteau vient mettre en vibration la table d'harmonie et les microphones, donc les 120 microphones qui composent l'antenne, vont enregistrer le champ de pression généré par le déplacement de la table d'harmonie. Donc là, on a la chance d'enregistrer juste à côté. Donc effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de micros et le marteau, faut vraiment l'imaginer, c'est plus petit que mon petit doigt. C'est pas le truc que t'as chez toi. C'est en ça que c'est non destructif. La fréquence de ce marteau va varier. Pour voir la réponse, on va enregistrer avec les micros tout ça. Et derrière, il y a des algorithmes qui vont mouliner pour obtenir une carte de pression. À peu près, pour un hologramme. Alors je reprends. Bien sûr. Donc le marteau, lui, va émettre un impact, donc un signal très bref dans le temps, de façon à envoyer de l'énergie sur une bande de fréquence la plus large possible. Parce qu'a priori, on ne sait pas à quelle fréquence va répondre la table d'harmonie. Donc on ne peut pas dire « j'envoie de l'énergie à cette fréquence-là ». Donc là, avec un impact très bref dans le temps, on émet de l'énergie sur une bande de fréquence très large. Et donc les micros enregistrent la réponse dans le temps, toujours, de cette table d'harmonie. Et en effet, ce signal temporel passe à travers différents algorithmes de façon à reconstruire d'une part ce qu'on va appeler l'hologramme. Et le résultat in fine, c'est une cartographie des déplacements de la table d'harmonie aux différentes fréquences de résonance, ce qu'on appelle les modes. Donc en fait, l'holographie acoustique est une technique d'analyse qui fait partie de la famille des techniques d'analyse modale expérimentale. Et quand tu dis hologramme, parce que moi, quand tu dis hologramme, je pense à l'hologramme de Mélenchon. Voilà. Non, voilà, c'est un abus de langage. C'est parce qu'en fait, on a une image du champ de déplacement à travers le champ de pression que l'on mesure. Okay. C'est dans ce sens-là qu'on parle d'hologramme. Avec les résultats de ces analyses, c'est là où vous prenez la décision de est-ce qu'il faut le restaurer, est-ce qu'il faut le conserver, enfin, qu'est-ce qu'on en fait, et la jouabilité. Et du coup, alors pour ce clavecin-là, qu'est-ce que ça a permis de savoir, cette technique? Comme je le disais, en fait, il a été acquis pour être joué, donc là, la question de la mise en état de jeu ne s'est pas posée. Ouais. En revanche, la technique a permis de valider le modèle de simulation mécanique que l'on a mis en œuvre pour estimer l'état de contrainte, l'état de fragilité de l'instrument. On a fait une simulation mécanique, comme on connaît les simulations météo. Et le modèle mécanique, on peut lui demander de nous sortir le comportement dynamique. Donc, les modes, la cartographie de déplacement et les fréquences associées.
Puis on vient faire une expérience, donc avec l'holographie en champ proche, de façon à pouvoir recaler notre modèle. Le résultat de l'expérience nous dit si notre modèle est loin de la réalité ou si on n'est pas trop loin. Une fois que notre modèle est calé, ce modèle, on peut l'utiliser pour faire des expériences virtuelles. Et là, en l'occurrence, on a utilisé le modèle pour simuler différents scénarios de restauration. Ah ouais, ok. Et ça nous a permis de choisir la restauration qui allait à la fois consolider le plus solidement l'instrument, mais sans perturber non plus la réponse dynamique, c'est-à-dire le potentiel sonore de l'instrument. On disait tout à l'heure, il faut faire appel à plusieurs disciplines pour un même instrument. Par exemple, souvent les clavecins sont décorés de peinture et malheureusement souvent endommagés. Pour retrouver le motif, retracer l'historique des modifications, il va falloir appel à la chimie. Et justement, on a la chance aujourd'hui d'avoir une deuxième invitée. C'est la première fois que ça nous arrive, on est tout contents. Marie Radepont. Donc, bonjour et merci d'être avec nous et d'avoir eu la patience d'attendre jusqu'ici. Donc, tu es chimiste et ici responsable d'une machine assez particulière, assez encombrante aussi, je crois, qui va permettre de retrouver justement tous ces historiques de peinture. Comment ça marche ? Bonjour, bon, merci déjà. Donc effectivement, moi je suis chimiste de formation. Je travaille depuis très longtemps à l'analyse des matériaux du patrimoine au sens large, donc vraiment différents types de matériaux, différents objets. Effectivement, actuellement, la Cité de la Musique héberge un gros instrument d'analyse. Gros, il est surtout lourd, il pèse 500 kilos. Donc cet instrument, c'est ce qu'on appelle un scanner de fluorescence X. Le principe, on envoie des rayons X, comme lorsqu'on va faire une radiographie pour voir si on a quelque chose de cassé. Donc c'est le même principe, on envoie des rayons X sur les matériaux. Les matériaux, ils vont changer d'état, c'est-à-dire qu'on a des électrons en gros qui se déplacent. Lorsque ces électrons se déplacent, ils vont à leur tour réémettre des rayons X. Et notre appareil va recapter, dans le sens inverse, les rayons X émis. Et en fait, ces rayons X qui sont émis vont être vraiment l'empreinte digitale des éléments chimiques présents dans notre matériau. Donc notre instrument va donc nous dire, par exemple la peinture qu'on est en train d'analyser, il y a du plomb, il y a du fer, il y a du mercure, etc. Et va nous donner les quantités de chacun de ces éléments. Et l'intérêt là de l'instrument, donc pourquoi on a un si gros instrument ici, donc c'est parce que c'est un scanner. Et donc scanner, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait on va faire des cartographies des éléments, c'est-à-dire qu'on va sur la surface analysée aller voir où sont présents les éléments chimiques. Donc sur une peinture, ça va nous permettre de visualiser par exemple où va être le blanc de plomb, où va être le vermillon, donc la couleur rouge pour faire les lèvres, les joues, les choses comme ça d'un visage par exemple. Si on prend un exemple sur un instrument de musique, donc une analyse qu'on a fait récemment, il y avait un instrument de musique avec un blason effacé sur le dos de l'instrument et l'objectif était de reconstruire ce blason pour savoir quand avait été peint ce décor sur l'instrument. Du coup, notre scanner permet de dire, il y a du mercure, donc qui est le signe de la présence de pigments rouges à cet endroit, et de proche en proche, comme ça, on retrace toute la présence des pigments, on remonte jusqu'à la construction du blason, et donc on donne une réponse aux questions des historiens, des conservateurs, etc. Et donc cette technologie-là, c'est aussi, est-ce que c'est la même technologie dont on entend parler parfois pour retrouver ce qu'il y a derrière des peintures ou l'évolution de comment a été créée la Joconde, ce genre de choses? Alors il y a différents technique, mais effectivement cette technique en particulier est assez célèbre, on en parle beaucoup parce que ces dernières années on arrive à retrouver des peintures cachées, donc notamment par exemple Van Gogh qui réutilisait d'anciennes toiles, qui par exemple les retournait, mettait une couche de blanc de plomb et hop recommençait à peindre. Et là avec ce genre de technique on peut aller chercher les peintures sous-jacentes qui sont aujourd'hui cachées. Et ça ça a rendu cette technique assez célèbre et c'est une des applications assez typiques dont on parle de cet instrument, effectivement. La question d'Adrien. Je voulais qu'on prenne un exemple d'alliance des connaissances un petit peu acoustique et un peu chimique sur un manche de violon qui vous est arrivé, qui est un Stradivarius. Donc, comme chacun sait, qui est un instrument très prestigieux, il en reste très peu dans le monde. D'ailleurs, on sait combien Moi, j'ai lu 600, mais je ne sais pas si c'est... aurait été fabriqué par Stradivarius
plusieurs centaines de violons. Aujourd'hui, seraient considérés comme des originaux de Stradivarius, peut-être un. Donc vraiment très peu. Donc on comprend que c'est vraiment très précieux. Pardon, je fais cette digression, comme on disait tout à l'heure. En fait, les instruments ont été modifiés au cours du temps. Le concept de conservation est très récent, donc voilà, les violons n'ont pas échappé à cette règle. Les violons ont été modifiés pour s'adapter au mode musical, notamment le manche a été ce qu'on appelle renversé. Les instruments de musique sont des objets techniques, donc ils s'usent. Donc quand ils s'usent, on les répare. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, des instruments ce qu'on dirait dans leur jus, tels qu'ils pouvaient être à la sortie de l'atelier de Strad, il y en aurait peut-être un. Et tous les autres, oui, on retrouve un fragment de Stradivarius dans l'instrument, mais ils ne sont plus dans leur état d'origine. Donc là, c'était le cas, c'était un manche de Stradivarius qui vous est arrivé, donc il a fallu allier les analyses chimiques et connaissances acoustiques pour un peu reconstituer ce qu'était cet instrument. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé ? Effectivement, comme tu le disais, il ne reste plus que le manche, donc on appelle donc la touche, l'endroit où on pose les doigts. Et la question c'est, mais finalement, cet instrument de musique, quelle était sa taille à l'origine lorsqu'il était joué ? Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un instrument qui était déjà joué à l'époque où les cordes étaient filées, donc avait donc un fil de métal, comme l'expliquait Sandy, tout autour, avec du cuivre. Et là, donc nous, ce qu'on a fait avec le scanner de fluorescence X, c'est donc on est allé analyser cette touche pour aller voir si on voyait les traces des doigts donc avec le cuivre. Donc voir l'endroit où, à force de poser le doigt sur la touche, le cuivre de la corde s'est déposé sur le morceau de bois. Et ça nous permet donc de savoir où étaient exactement posés les doigts pour faire les différentes notes. Et donc là, c'est plutôt le côté acoustique, mais avec ces différentes positions, l'objectif est donc de remonter de façon donc indirecte, on va dire, mais là je laisserai après Sandy en parler, mais voilà, de remonter à la taille totale de la corde et donc la taille de l'instrument qui est perdu aujourd'hui. Mais on ne sait pas à quoi ressemblait un Stradivarius ? Grosso modo, on a les gabarits, oui, mais après, voilà, pas exactement. Et puis, comme le coup des instruments avec blason, il y a une époque où, où les instruments n'étaient pas encore normalisés. C'est après l'école italienne qu'on vient vraiment normaliser. Mais l'uniformisation, la normalisation, ça aussi, c'est un concept assez récent. Le violon, lui, est un instrument qui a très peu évolué. Encore une fois, il s'agit de combiner des sources d'informations différentes, complémentaires. Donc, les traces chimiques vont nous permettre de définir des points de contact entre le doigt et la touche. L'étude, on va dire, de la musicologie, de l'histoire de la musique vont nous permettre de remonter à des partitions, donc de dire, voilà, là c'est un la, do, ré, et couplé à ça, on va pouvoir mesurer des longueurs vibrantes et dire, cette longueur devait correspondre cette touche, cette trace devait correspondre à un La. Le La, à cette époque, faisait telle fréquence. À partir de cette fréquence, on peut remonter à la longueur de la note et donc dire la distance entre le doigt et le chevalet était de tant de centimètres et donc probablement que la table faisait telle longueur. Donc là, on va combiner information historique, information musicologique, information chimique et des éléments d'acoustique. La question de l'or. Alors finalement, à quoi ça sert finalement de travailler sur des instruments qui vont pas être joués ? Eh bien, voilà, c'est la question. Eh bien, apporter néanmoins une information sur le potentiel sonore de cet instrument. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, une des premières missions du laboratoire et de l'équipe, on va dire plus au sens large de l'équipe conservation-recherche, c'est donc d'évaluer les différentes valeurs que porte l'instrument. Valeurs historiques, valeurs culturelles, valeurs acoustiques. Aujourd'hui, donc la dernière campagne d'expertise qui a décidé que 5% des instruments seraient jouables, c'était en 2004. Si dans 10 ans on refait une autre campagne et que on change d'avis parce que les connaissances ont évolué, que justement on a peut-être accumulé de l'information sur le potentiel acoustique de certains instruments, et donc on décide de dire finalement cet instrument qui jusqu'à présent n'était pas jouable, aujourd'hui on considère qu'il est jouable parce que mécaniquement il tient la route, etc. Mais qu'entre-temps, on a dû faire des interventions dessus. Le fait d'avoir étudié son potentiel acoustique aura permis de guider les interventions qu'on a fait et donc de ne pas endommager le potentiel sonore de l'instrument. Donc en fait,
première application, c'est accumuler de l'information. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on en fait de cette information ? Mais avant tout, c'est quel est le potentiel sonore d'un instrument, même s'il ne joue pas. Parce que peut-être que dans 10 ans, 20 ans, on sera capable de synthétiser par des modèles vraiment physiques et très précis, à partir de cette connaissance, pouvoir synthétiser le son de l'instrument. Le génie de la lampe. Il faut faire un peu preuve d'imagination, mais il faut imaginer que je suis un génie et que tu avais donc un vœu chacun pour faire avancer la recherche. Quel serait ce vœu ? Qui va répondre en premier ? La réponse facile, j'ai envie de dire, ça serait l'argent. Parce que l'argent, ça permet de... Alors, on va se dire, oui, ça permet d'acheter du matériel, par exemple, donc d'acheter des instruments d'analyse. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça permet surtout d'embaucher des personnes. Ouais. Donc, d'avoir des personnes qui ont envie de travailler dans la recherche et dans les différents domaines qui passionnent tous les chercheurs. Et donc, d'avoir ces personnes qui vont faire avancer les différentes choses. Et parfois, ce qui peut pêcher, que ça soit dans des projets de recherche qui peuvent paraître farfelus dans le patrimoine, mais ça peut être aussi des projets de recherche dans la médecine ou dans d'autres choses. Voilà, souvent ce qui manque, c'est l'argent, quoi. Donc c'est un peu la réponse facile, mais voilà. Mais c'est la première chose à laquelle je pense. Voilà. Mais bon. Et il faut aussi, peut-être la deuxième réponse, c'est des gens passionnés. C'est des gens qui ont envie de faire ces j'irai un peu plus loin. Et si le génie pouvait donner un peu plus d'humilité à tout le monde, faire que les gens travaillent dans un bon esprit, de pouvoir partager leurs recherches et ne s'approprient pas. On travaille quand même pour la recherche publique. L'idée, c'est, comme je viens de le dire, de faire avancer la connaissance publique. Donc, c'est de travailler ensemble. Ce ne sont pas nos instruments, là en particulier, ce ne sont pas nos instruments de musique, mais ce sont bien les instruments de musique de la collection nationale. Les recherches, on peut les faire parce qu'on est financé quand même par le public. Donc, l'idée, c'est quand même de partager et donc... Voilà, côté humain aussi, si le petit génie peut faire quelque chose. Maintenant, on va un peu voyager dans le temps. Alors, hier, à quoi ressemblait ta journée ? Bon, ok, on est lundi, donc ça ne compte pas, mais vendredi. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps, comme le disait Marie, à chercher de l'argent. Donc en fait, là, ça s'est un petit peu calmé, mais on va dire que la semaine dernière, je passais encore beaucoup de temps à répondre à des appels à projets pour trouver des sous, pour recruter des doctorants, des post-doctorants, un peu moins de stagiaires, mais donc ça m'occupe une bonne partie du temps. L'autre partie du temps, c'est finalement d'encadrer les personnes qu'on a réussi à embaucher. Voilà, il nous reste un petit peu de temps pour faire nous-mêmes les manips, mais c'est vrai que moi en tout cas, je passe de plus en plus de temps à rédiger les appels à projets, à dire ouais, ce serait super de faire ça. Et puis après, c'est d'autres qui les font, que j'encadre. Je les encadre quand même, mais c'est plus nous qui faisons les trucs. Alors maintenant, un autre bond de 30 ans en avant, quelles pourraient être les conséquences ? Comment tu vois tes recherches d'ici dans le futur ? J'en ai dit quelques mots tout à l'heure. Le scénario idéal, ce serait d'arriver à pouvoir proposer une synthèse sonore de tous ces instruments. Pourquoi pas coupler ça à des projections aussi visuelles et imaginer, par exemple, se promener quand on est dans les vitrines qui présentent les instruments du 17e, avoir l'impression qu'on se promène dans les couloirs du château de Versailles, donc avoir les salles du château de Versailles, et puis avoir des dispositifs qui permettent aux gens de pouvoir soit jouer, soit d'écouter un instrument de musique, mais projeté dans son environnement aussi acoustique pour lequel il était fait. Est-ce que vous auriez une anecdote originale à partager ? Je prends l'anecdote, tu prends la carte blanche. Ok. Ça te va ? Ça me va. Un jour, on est venu nous trouver pour essayer d'expliquer le fonctionnement acoustique de la boîte à meux. Donc, on était un petit peu loin. Vous avez tous joué quand vous étiez petits avec cette boîte à meux, là, cette petite boîte dessus. Excellent. Donc, il y a des vaches qui sont dessinées. Oui. On la retourne. Puis, quand on la retourne, on fait meuh. Donc on était un peu loin des objets prestigieux dont on a parlé jusqu'à présent. Une émission de télé qui voulait faire une vulgarisation et qui avait choisi la boîte à meux comme sujet. Donc on s'est retrouvé avec différents modèles de boîtes à meux. On a rencontré un collectionneur de boîtes à meux passionnant. Voilà, et à la fois complètement improbable. Et il y a une réelle physique de la boîte à meux. Je suis surpris de ta réponse de tout à l'heure du meilleur instrument que tu as eu entre les mains. C'était pas un instrument de la collection. On n'a pas dans la collection
collection de boîtes à meux. C'est vrai, j'avais pas précisé. Quel dommage. Oh, mais j'adore l'abstrait. Est-ce que tu aurais une recommandation culturelle à nous donner? Un musée, peut-être? Ouais, oui, je vais vous inviter à venir visiter le musée de la musique, qui est un musée qui raconte l'histoire de la musique à travers ses instruments, mais qui vous permet également d'écouter de la musique, donc des vrais sons, puisque tous les jours sont présents des musiciens qui parlent de leur instrument, de la façon d'en jouer, du répertoire. Donc c'est une expérience toujours agréable, il me semble. Et si vous le souhaitez, en ce moment, il y a l'expo sur l'électro. On fait un peu le grand écart entre le clavecin Johannes Couché de 1652 et Kraftwerk. Voilà. Merci Sandy et Marie de nous avoir reçus dans vos locaux ici, dans la chambre anéchoïque. Dans la chambre anéchoïque. Et moi, j'en profite pour faire un petit merci à Félix et Camille, du coup, qui nous ont mis en relation. Merci à eux. Si vous avez aimé ce podcast, le meilleur moyen de nous soutenir est de mettre 5 étoiles sur iTunes et des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, Deezer et Spotify inclus. Et bien sûr, partagez et parlez-en autour de vous sans modération. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et notre site scienceinfuse.cool. Pour aller plus loin sur le sujet du jour, vous trouverez des informations complémentaires en description de ce podcast. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est une phrase peut-être un peu toute faite, mais c'est de croire en ses rêves. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qui fait que je suis là aujourd'hui et que j'ai la chance de travailler avec Sandy, que j'ai la chance de travailler dans ce contexte, dans ce musée là aujourd'hui. Et ce qui m'a amené là, c'est vraiment de croire en mes rêves. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Les sciences m'intéressaient, mais aussi l'histoire, l'archéologie, les langues. Enfin, j'étais un peu perdue. Et j'ai découvert un peu par hasard, en regardant un documentaire sur Arte, qu'il y avait notamment, parce que j'ai regardé beaucoup de choses sur l'Égypte, et donc il y avait notamment, dans un documentaire sur des fouilles en Égypte, il y avait des chimistes qui accompagnaient les archéologues pour aller regarder les objets avant de les sortir des tombes, pour être sûr qu'ils soient bien conservés. Et donc quand j'ai mis le doigt dedans, j'ai vraiment eu envie d'aller de plus en plus loin. Et donc ça m'a fait passer par des longues études, par une thèse, par beaucoup de contrats, etc. Mais j'ai la chance de faire un métier pour lequel je suis heureuse de me lever le matin. Pour la recherche, pour le patrimoine ou pour tous les métiers du monde, voilà, il faut croire en ses rêves et c'est pas forcément simple quand on est étudiant, mais il faut y croire pour faire ce qu'on aime, c'est un réel plaisir. Donc j'ai envie de dire aux gens de s'accrocher. Voilà.